travaillez où avant? Vous cherchez à jouer les vêtements le soir. Et avez continué de la WAP que j'ai pas pu continuer avec eux à la WAP, c'est faire acheter c'est pour ça que un petit lac. Ah oui, oui, toujours. Et le côté souple. Voilà, c'était une façon de souhaiter la bienvenue à tous. Bonjour. On voit que vous êtes très nombreux aujourd'hui, ce qui du coup nous encourage, j'imagine, d'entrée de jeu les années prochaines à faire cette rentrée à Paris plutôt qu'à Ris-Orangis. Je sais que pour bon nombre d'entre vous, c'est difficile de venir nous rejoindre. Du coup, j'en profite tout de suite pour remercier l'école qui nous accueille aujourd'hui, c'est-à-dire l'école Supinfo, qui du coup nous prête la salle pour aujourd'hui, et puis c'est moyen. Alors, avec un bon quart d'heure de retard, parce que forcément, on aime bien commencer en retard, c'est notre spécialité, mais on va se rattraper par la suite. Comment ? Il est 14h30, c'est bon, tout va bien se passer, voilà. Alors, l'après-midi que l'on fait, bien qu'on en fait tous les ans maintenant depuis un certain nombre d'années, va se passer de la façon suivante. Je sais que c'est pas la partie que vous appréciez le plus, mais on va vous parler un peu de l'association. On va vous parler du secteur robotique, du nouveau défi des hommes et des robots, qui est un nouveau concours qu'on a lancé depuis maintenant, c'est la deuxième édition. Les trophées de la robotique, Robo Junior, la coupe, et puis on finira sur le règlement 2013. Alors il n'y aura qu'une seule présentation dans le règlement, puisque cette année c'est exactement le même règlement pour les trophées que pour la coupe. Voilà, donc on a enfin réussi à converger sur ce projet. Et puis on vous invite à la fin de la journée, dans la salle qui est juste à l'entrée à droite, quand vous êtes rentré, il y a une salle avec un accueil. On a le prototype de la table, et puis on a la chance de recevoir aujourd'hui l'équipe du Firo Alex, les jeunes qui ont participé au séjour, voilà, qui sont au premier rang, ils sont venus avec leur machine, avec leur bout de table, et puis ils sont à votre disposition pour vous faire part des difficultés ou des idées, ou voilà, donc plus de difficultés, bon voilà. Et donc l'idée aussi c'est de finir la journée en bas, autour de la table, et puis autour d'un pôle d'amitié auquel on vous invite. Allez, c'est parti. Alors si juste avant quand même, il y a un truc qui est un peu... il faut décorer un peu la table, hein, la salle. Hein. Allez, on y va, on décore tout ça là. Allez, on y va les bénévoles. Voilà. Allez, hop, un peu plus de couleurs. Oh là, c'est pas très vaillant quand même. Hein. Ça va pas très bien. Hein. Non mais il faut qu'on s'entraîne parce que ça va être comme ça toute l'année, voilà. Attends, il en reste un petit peu. Allez, j'en profite pour commencer tout de suite avec Planète Science. Alors vous avez vu cette année, on va fêter l'anniversaire des 20 ans de la coupe, mais en réalité on fête également les 50 ans de l'association Planète Science, que je vais tenter de vous décrire ici assez succinctement à partir de différents points. Alors l'histoire, c'est une association créée en 1962 et qui est née d'un besoin d'encadrer les clubs scientifiques de jeunes qui lançaient des fusées. Alors évidemment le Centre National d'Études Spatiales s'est rendu compte que ça intéressait les jeunes, que c'était plutôt rigolo d'aller lancer des... Il n'y a pas de gens de l'espace ici, lancer des pétoires dans les champs, et la difficulté c'est le problème de sécurité. Alors du coup, d'où est née l'idée de créer une association qui est là pour fédérer les clubs de jeunes, et bien pour faire de l'animation scientifique. Voilà, en 62, en 2002, la NSTJ devient Planète Science, et puis on fête à la fin de l'année, là au mois de novembre, sur Paris, au travers divers événements, et bien les 50 ans de l'association. Alors l'association c'est un réseau avec différentes antennes régionales, un petit peu partout, vous pouvez voir à l'écran. Alors en réalité l'antenne Bretagne vient de fermer, par contre je sais qu'une autre devrait ouvrir d'ici peu. Alors en quelques chiffres, Planète Science en fait c'est 80 permanents, c'est 1000 animateurs, c'est beaucoup de bénévoles, et puis c'est à peu près 100 000 jeunes touchés, donc vous faites partie, mais sous différentes formes, hein, que ce soit des clubs scientifiques, que ce soit des événements, que ce soit des animations en milieu scolaire, ou que ce soit des journées des fêtes de la science. Enfin bref, finalement l'animation scientifique peut se décliner sous un certain nombre de manifestations. Et puis on organise également des séjours de vacances, et bien vous aussi 700 jeunes par an. Alors le partenaire, j'en ai parlé, on essaie, il a parlé du CNES, évidemment on est soutenu par les ministères, en réalité de moins en moins, mais on est encore soutenu, et puis par les grands organismes de recherche, et puis on est aussi de plus en plus à la recherche de partenariats privés. J'en profite pour faire une parenthèse en disant que c'est de plus en plus difficile pour nous d'assumer les concours en l'état, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous ne payez pas la participation, vous payez une adhésion aux événements, et cette adhésion vous permet d'accéder à l'ensemble de toutes les activités de l'association. Et la petite parenthèse, c'est qu'on doit entrer dans une démarche, nous bénévoles, et puis permanents, à aller chercher de plus en plus de financeurs privés. Donc la balle est lancée, si un jour vous vous retrouvez dans une entreprise bien installée et que vous vous dites tiens, mon entreprise souhaite soutenir une activité auquel vous croyez, eh bien voilà, vous avez compris le message. On a besoin de tout ça, on a besoin de vous pour continuer à apporter cet héritage. Alors,
vous connaissez la robotique, mais en réalité, Planète Science, c'est un secteur espace, un secteur astronomie, un secteur environnement, et puis un secteur SCAF qui n'est pas présenté ici, mais qui est un secteur transverse, qui est là pour décliner sous forme d'animation scientifique dans les milieux scolaires, bien toutes les activités thématiques de Planète Science. Alors le projet éducatif, c'est notre raison d'être à nous, bénévoles. Alors il y a beaucoup plus de points que ça, mais j'en ai retenu 4. Les 4 points forts, eh bien, c'est faire réaliser des projets en équipe par les jeunes, en utilisant des méthodes et outils de type professionnel, échanger avec le milieu scientifique et technique, et puis présenter son travail et communiquer ses résultats. Et en réalité, la Coupe de France de robotique ou les trophées, le fait qu'on fasse une rencontre, une compétition, eh bien, ça sert uniquement à satisfaire ce point qui est venir présenter son travail et puis communiquer ses résultats. Voilà, donc c'est pour vous dire que le jour J n'est pas une finalité, ce n'est qu'un des éléments qui permet de satisfaire notre projet éducatif. Alors les nombreux événements, voilà, les rencontres de robotique que certains d'entre vous connaissent, il se passe dans ma ville. La Nuit des Étoiles, organisée aussi avec l'Association française d'astronomie, au cas où vous ne le saviez pas, Mon quartier, ma planète, donc le secteur environnement, et puis un certain nombre d'autres choses. Alors, j'en ai fini pour l'initiation à Planète Science dans sa globalité. Maintenant, je vais parler un petit peu plus eh bien, du secteur robotique. Alors, on m'a dit tout à l'heure pourquoi il y a des cochons partout. Eh bien, parce que l'acronyme, l'autre nom du secteur robotique, c'est GROIN pour un groupe robotique et informatique. C'est pour ça qu'on fait tout un tas de cochonneries un peu partout. Alors le secteur robotique, c'est 4 commissions de travail, c'est 4 activités. La première qui s'appelle animation, formation de séjour de vacances, Coupe de France de robotique, trophée la robotique, et puis dernièrement des hommes et des robots. Alors il en existait une de plus l'année dernière qui était la FLL, bien que nous ne soutiendrons pas cette année. Donc c'est une commission qui a disparu, mais pour laisser naissance à une autre. Alors la commission animation formation, eh bien, le but du jeu, eh bien, c'est aider les jeunes dans les projets, monter des clubs de robotique, apporter une aide technique, proposer des formations. Développer des nouveaux outils. On a tout récemment fait une journée de présentation avec le secteur espace, parce que le secteur espace qui a proposé de faire une journée de présentation des techniques de prototypage rapide, RepRap. Donc c'était une journée complètement libre où chacun est venu avec ses idées, ses projets, et de manière à faire avancer ces concepts-là. Et puis l'activité de cette commission, c'est organiser le séjour Furobalex pour fusée, robot, ballon, expérimentation. Ça va, je ne me suis pas trompé? Déjà du Furovalide, c'est parfait. Alors, une autre commission qui s'appelle la commission... Pardon? Ah voilà, bon bah je mettrai le R au majuscule. La commission des hommes et des robots, eh bien, je vais en parler beaucoup plus en détail tout à l'heure, mais juste dire que cette commission qui se compose de bénévoles, eh bien, le but du jeu c'est organiser, c'est créer un règlement, c'est chercher des sponsors, des partenariats, organiser la finale, et puis l'organiser le jour J, et puis le suivi des équipes toute l'année en termes d'inscription, suivi de projet, etc. Alors le projet des défis des hommes et des robots, allez, j'en parlerai plus en détail tout à l'heure, sinon je vais me répéter. La commission trophée de robotique et robot junior, alors pour ceux qui ne connaissent pas les trophées, vous connaissez la coupe pour beaucoup d'entre vous, les trophées c'est la même chose mais pour les moins de 18 ans, donc on a un groupe bénévole qui s'occupe de ça. Et la différence c'est qu'il y a un certain nombre de finales en région, donc il faut coordonner ces régions, il faut organiser les finales régionales, la finale nationale, faire un suivi d'équipe et puis contribuer également au développement de la version européenne qui est très développée sur la version des grands mais pas suffisamment sur la version des jeunes. Alors les trophées, là pareil, j'avance un peu plus vite parce que tout à l'heure nous aurons une présentation dédiée sur les trophées. Donc j'ai expliqué que c'était les robots philodidés. La commission coupe, alors là c'est pareil, c'est un groupe de bénévoles en charge d'organiser tout ça toute l'année. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors le robot junior c'est pareil que les trophées mais en version finale européenne. On en parlera plus en détail tout à l'heure. Le robot, eh bien c'est la déclinaison européenne de la Coupe de France de robotique. Quelques mots sur la vie du secteur. De la même façon que beaucoup d'entre vous, vous avez un club, vous avez un président, un trésorier, un secrétaire, et bien finalement le secteur robotique c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs avec une composée d'anciens participants de club pour la majorité d'entre nous. Donc on a un président, un secrétaire, un trésorier, et puis des référents de chacune des commissions. Donc tous les mois on se réunit et puis on traite des problèmes. Pour faire avancer le secteur. Donc, une fois par mois, composé de bénévoles permanents, les représentants des délégations, et puis tous ceux qui souhaitent s'impliquer dans la vie politique du secteur, qui pensent qu'il y a des choses à évoluer, à faire évoluer, eh bien rejoignez-nous, la porte est grande ouverte. Alors quelques infos sur les moyens de communiquer que le secteur robotique emploie. Eh bien, Planète Science Bonjour, et qui regroupe un certain nombre de pages d'informations de tous les secteurs. Là, si vous êtes un peu curieux, il y en a un peu marre de la robotique, et vous voulez voir ce qui se fait en espace, en robotique, en espace, en environnement, vous trouverez des informations d'actualité dans cette gazette. Science Infuse, qui cette fois-ci propose des fiches avec la formalisation des expériences en robotique pédagogique. Alors en réalité, c'est plus que la robotique, c'est tous les secteurs, et puis c'est tous les mois, dans le Planète Science Bonjour. Et notre site web, eh bien, l'actualité du site, les inscriptions pour les concours, pour les rencontres, je vais me faire reprendre sinon. Et puis là, autant de fois qu'on peut le mettre à jour, eh bien on s'en occupe. Alors quand même,
J'ai parlé beaucoup de bénévoles, mais pour être tout à fait franc, rien de tout ça ne pourrait se faire si nous n'étions pas soutenus par 3 permanents. Donc la personne en bas qui vous a empêché de monter parce qu'elle souhaitait recueillir des informations s'appelle Benoît Henry, qui est responsable du secteur robotique, voilà, que vous avez vu en bas. On a également Clémentine Paulet, que vous connaissez peut-être par l'intermédiaire des échanges mails que vous avez tout au long de l'année pour vous inscrire. C'est elle qui est en charge du suivi de la Coupe de France de robotique et robots. Voilà, le temps est donné. Et puis chargé de mission des trophées de robotique et de robots juniors, et bien là le recrutement est en cours. Voilà, donc nous ne connaissons pas encore la personne qui va rejoindre le Groix. Donc voilà, donc j'en profite. Alors je ne sais pas s'ils sont là, mais j'en profite pour les remercier de nouveau parce que sans eux on ne pourrait pas faire tout ça. Alors un petit mot sur les bénévoles. Si dans l'année votre robot ne marche pas et finalement vous laissez tomber, et puis mais la coupe, vous aimeriez bien venir quand même, on a vraiment besoin tous les ans de bénévoles. On s'amuse comme des petits fous, on a souvent les avantages sans les inconvénients. On mange bien, on dort bien, et tout. Donc rejoignez-nous. Voilà. Alors, les rendez-vous, en septembre, il y a quelques semaines, on s'est vu, nous, bénévoles, on a fait une rentrée des bénévoles, ça s'appelle le Gros Week. On a passé un week-end à préparer l'année. Et maintenant, on vient vous faire part de tout ça aujourd'hui, à l'occasion de la rentrée de la robotique. Ensuite, de février à mars, bien, les différentes rencontres régionales des trophées. Là également, si ça vous tente d'aller filer un coup de main sur les trophées en région, n'hésitez pas à aller frapper aux portes des délégations de Planète Science. Et puis d'autant plus que si vous êtes participant, c'est d'autant plus intéressant que vous allez pouvoir voir les tables officielles de la coupe testées pour les trophées. Et ça va être l'occasion de voir un petit peu comment les jeunes robophiles guidés vont traiter les actions. Peut-être que ça vous donnera des idées sur vos stratégies pour les robots autonomes. Voilà, je vous encourage vraiment à aller voir les jeunes des trophées. Alors, quelques liens avant de passer à la présentation des hommes et des robots. Le site web, planetscience.org /robot. On a une mailing list dédiée aux bénévoles qui s'appelle le Groix @planetscience.org. Et puis si vous souhaitez justement ou simplement être tenu informé des différentes informations du secteur, il y a une autre liste, robotique-info@planetscience.org. Et on s'engage à écrire au maximum un mail par mois pour ne pas saturer les boîtes mail. Voilà, pour faire peu mais bien. Alors souvent il n'y a pas un mail avant 3 mois, mais c'est parfait. T'as pas fini le planning en fait. T'es arrivé jusqu'au trophée de février à mars, mais t'es pas allé plus loin après. Alors on dit que mon planning n'est pas bon. Février à mars les trophées, en avril, ah oui bon, je pense que les gens avaient lu. Voilà. Bon, en avril la finale nationale des trophées, l'assemblée générale, au mois de mai la coupe, et en juin on fait la Saint-Louin qui est un autre événement associatif. Là aussi on vous invite, mais cette fois-ci pas à travailler, on fait barbecue géant et avec les bénévoles, et puis on se ressasse nos bons souvenirs de la Coupe de France de robotique. Voilà, je reviens pas là-dessus, alors j'enchaîne tout de suite avec la présentation du concours des hommes et des robots. Crac, petit 2. Paf, alors l'idée des hommes et des robots, c'est de proposer une alternative à l'ensemble des événements qu'on organise actuellement. Voilà, un certain nombre d'idées, un certain nombre de remarques qu'on a entendues qui nous ont donné envie de faire autre chose. Voilà, peut-être un peu vite. Hein. Alors, le défi des hommes et des robots, l'idée, eh bien, c'est, on se fait souvent un peu taper sur les doigts parce que les éléments de jeu, c'est pas exactement comme vous espériez, la peinture, c'est pas exactement pareil, ça n'a pas été coupé exactement comme vous espériez, c'est pas le bon élément de jeu, la table, elle n'est pas exactement inclinée, etc., etc., etc. Là, l'idée, c'est de dire, on vous met à disposition une surface en bois de 3 mètres par 2, c'est à vous d'amener le robot, c'est à vous d'amener les accessoires, et puis là, les accessoires, il faut vraiment se lâcher sur les dimensions, les effets spéciaux, etc. Je vais vous montrer l'édition de l'année dernière. Et vraiment, on s'amuse beaucoup, et pour les gens qui n'aiment pas trop les règlements trop contraints, ou du moins qui commencent à s'enlacer, eh bien, on vous propose une alternative ici pour faire de la robotique et s'amuser, tout en se disant quand même que l'idée, c'est que au lieu de pousser des tubes, des balles, etc., voilà, pourquoi pas réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire d'un robot. Donc réfléchissons en termes d'usage. Alors le défi s'adresse donc à tous les gens qui ont déjà des machines et qui veulent faire des choses un petit peu plus freestyle. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai déjà expliqué. Alors les profils non techniques aussi sont les bienvenus. On a des écoles de commerce, de design qui nous disent voilà, on est en charge de projets pour valoriser nos activités. Et donc du coup on a vu par le passé des équipes avec des designers, des ingénieurs faire des projets ensemble. C'était vraiment très très sympa. Alors les principes et les épreuves, parce que là forcément ça paraît un peu flou comme ça. Donc comme je le disais, on vous propose une surface de 3 mètres par 2. Alors j'y étais un peu vite. Il y a 3 épreuves. Une épreuve de démonstration, une épreuve de poster et puis une épreuve de présentation au public. La démonstration, c'est l'aspect technique, accessoires et décors personnels, et puis on vous propose de faire une démonstration de 5 à 15 minutes, c'est vous qui voyez, où à peu près tout est permis. Sachant qu'on vous laisse de 10 à 15 minutes pour vous installer sur l'aire de jeu et de 10 à 15 minutes pour la déblayer. Alors vous voyez, rien à voir avec le top 3 minutes, dépêchez-vous parce qu'il faut qu'on enchaîne les 150 autres véhicules qui attendent derrière vous. On est dans un mode beaucoup plus flexible. Les conférences, l'idée c'est quand même
que le public aussi participe un peu, et puis qu'on s'adresse un petit peu à eux, parce que sur la coupe, ils sont plus passifs qu'autre chose. Donc l'idée, c'est de s'adresser à eux et de vous, participants, justifier pourquoi j'ai décidé de faire un robot qui trie les chaussettes. Alors là, vous avez 5 à 15 minutes pour expliquer en quoi c'est important, en quoi c'est intéressant, en quoi c'est un enjeu de société, et puis techniquement, comment vous avez procédé. Une partie exposition, finalement une partie exposition, c'est ce qu'on vous demande sur la coupe, c'est d'avoir un poster, c'est d'avoir des gens qui sont toujours là pour accueillir le public, et puis expliquer ce que vous avez fait, et puis également le jury qui passera vous voir, puisque ce sont des épreuves qui passent par une évaluation. Alors les contraintes des robots, là, que ce soit autonome, Lego ou philo-guidé, alors juste les animaux sont interdits, mais globalement, voilà, tout est permis, la démonstration, c'est vous qui décidez. Puisqu'on s'intéresse à l'usage, c'est ça qui est important, c'est de faire une démonstration d'usage. L'évaluation avec un jury d'experts qui a pris la meilleure exposition, la meilleure conférence, la meilleure démonstration, et puis le prix général du défi des hommes et des robots. Alors là également, le jury sera particulièrement attentif à l'équipe qui aura su constituer une équipe avec différentes disciplines, comme je disais tout à l'heure, commerce, design, art, musique, voilà, donc ça on sera particulièrement attentif à ça. Et alors 2013 est un peu spécial, on s'est lancé là sur un coup de tête en se disant, bah tiens, on va faire une rubrique spéciale les hommes et des robots volants. Donc on va vous proposer d'ici peu un bout de règlement avec des robots qui vont évoluer dans une volière. Alors là c'est 10 mètres par 10 mètres par 4 mètres, ça peut peut-être encore changer, mais globalement c'est ça l'idée. Les contraintes des machines, bon, des drones électriques, volants capables de vol stationnaire, téléguidés et autonomes, là c'est pareil là-dessus, on est là pour s'amuser avant tout. Alors les épreuves, alors effectivement, j'ai expliqué tout à l'heure c'était complètement libre, là on va proposer des petites épreuves un petit peu cadrées. Alors quel type d'épreuve? Bah, là la première, hein, voilà, le largage de sucre dans le café. Donc en autonome, en philo-guidé, c'est vous qui voyez. Alors on va publier le règlement bientôt, hein, mais je pense qu'on va bien s'amuser. Là aussi, moi, un truc que j'aimerais avoir un drone chez moi qui vient me dire si l'eau des pâtes est bout. Donc là, on peut imaginer la mission du robot qui doit aller au-dessus de la casserole de nouilles. Il doit être capable de dire oui, ça bout, il faut mettre les pâtes ou pas. Et puis donc ça c'est 2 exemples, mais du coup ce qu'on vous propose, parce que ça aussi on entend beaucoup dire ouais participants, on ne peut pas participer à la rédaction du concours, bah là vous pouvez, là c'est possible. Du coup on propose jusqu'au 31 octobre, alors quand je dis vous, c'est aux gens qui ont l'intention de participer avec un robot volant, c'est de proposer des épreuves dans une boîte à idées jusqu'au 31 octobre. Et puis en 15 novembre on publiera le règlement définitif bien précis avec l'ensemble des épreuves, les caractéristiques techniques, etc. Voilà, alors où et quand l'année dernière, on a fait l'édition à la finale des trophées de la robotique, ça s'est passé à Ris-Orangis. Cette année, pour les 20 ans de la finale des trophées, on a 2 pistes qui sont en cours d'exploration, une piste à Toulouse et une piste à Angers. Mais on n'est pas encore complètement fixé. On va essayer d'être fixé le plus rapidement possible. Je pense que sous mois, 2 mois, on sera fixé là-dessus. Et puis du coup, ça aura lieu fin mars, début avril. Voilà, bon, de toute façon, je passe un petit peu, vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet. planetscience.org/robot et puis dans la rubrique des hommes et des robots. Puis alors là, le dernier conseil, effectivement, il faut se lâcher les idées, lâcher les robots et puis essayer d'amener vos amis à faire des choses un petit peu originales et pas uniquement techniques. Alors, 2 exemples qui ont eu lieu l'an dernier, alors je vais passer très vite parce que bon, c'est des présentations un peu intégrales, mais je vais passer vite. Donc les 2 équipes de l'année dernière, c'est l'équipe Pimpon Team. Alors ils se sont dit voilà, nous on souhaite que on souhaite faire un robot pompier, donc voilà notre équipe, on a des robotologues, des ergonomes, cogniticiennes, on a un cochon mascotte, on a tout ce qu'il faut pour faire un robot pompier. Alors pourquoi alors ici, la trame que je vous présente, c'est la trame qui est proposée aux participants en fait, hein, on donne un cadre. Donc quelle est la mission du robot? Détecter les incendies, se déplacer sur le site pour les éteindre. Bon, la doctrine des pompiers c'est sauver ou périr, voilà, quand même l'idée c'est de faire du sauver sans périr. Et assurer la protection des personnes et des biens, etc. Là vous avez un exemple d'un concept existant. Alors les étapes, ça c'est la trame, je répète, hein, ça c'est ce qu'on demande aux participants. Alors il y a une phase d'alerte, une phase d'intervention, une phase d'extinction. Le robot ici, il y a un produit lance-feu, un produit anti-feu, et un réservoir, une plateforme mobile. Bon là on a dû faire ça vite, on a pris une plateforme toute faite, ça nous a bien rendu service. Alors ça on ne veut pas sur la coupe, hein. Attention. On veut des robots faits main sur la coupe. Par contre là il faut se lâcher, on peut y aller, il n'y a aucun problème, c'est fait pour. Robot motorisé avec capteur, la batterie, capteur anti-chute, etc., etc. Une petite turbine pour aller pousser le produit anti-feu. L'avertisseur. Alors la démonstration, j'ai malheureusement pas la vidéo, par contre j'ai quelques photos de la démonstration, ça vous donne une idée. Donc vous voyez la surface ici, 3 mètres par 2, alors c'est plus que 3 mètres par 2, mais donc vous avez une surface un peu plus grande. Là on s'est amusé avec des effets de lumière, une machine à fumer, et puis le robot ici qui était, vous voyez, qui était téléguidé, donc derrière, là, avec l'ordinateur, on pouvait piloter l'avancement de la machine.
Et puis là, il y a du polystyrène en poudre qui est projeté un peu partout, ça fait un effet assez rigolo, c'est bien amusant en tout cas. Après, il faut nettoyer un quart d'heure l'aspirateur, de le robot aspirateur d'ailleurs. Et alors après, ce qu'on propose à la fin de la démonstration, c'est de se dire, c'est de présenter au public, ah voilà, on s'est intéressé au robot pompier, maintenant qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça se passe dans la vraie vie cette affaire. Selon vous, voilà, on s'est dit, c'est vrai que la navigation des robots autonomes en ville, c'est quand même pas facile. Sur les théâtres d'incendie, il faut, les endroits sont exigus, il y a beaucoup d'obstacles, c'est pas facile. Et puis l'idée d'avenir, on va faire des extincteurs mobiles autonomes. Voilà, on va trouver un peu par hasard ce produit-là, c'est aussi un concept de l'extincteur, mais qui est aussi capable, quand c'est nécessaire, extincteur à main, qui quand c'est nécessaire, capable d'aller se déplacer et puis éteindre le feu chez vous. Voilà pour l'idée. Des hommes et des robots, l'aventure dont toi et ton robot avec le héros. Et puis là, je vais aller encore plus vite, c'était la deuxième démonstration, c'était un robot cocktail. Alors l'idée, je suis sûr qu'il y a beaucoup de robots cocktails déjà dans certaines de nos écoles. Donc là, l'idée, voilà, servir des cocktails, délicieux rapidement. Alors maintenant, comment justifier ça c'est simple. Vous savez, on entend souvent que la robotique prend la place de l'homme. Là, l'idée, c'était de dire, non, moi je veux faire un robot cocktail parce que pendant que mes amis sont là, je veux que la machine fasse des cocktails parce que pendant que je suis à la cuisine, la convivialité, c'est pas top. Voilà, donc faciliter la vie. Alors j'en profite pour dire que vous pouvez vraiment faire preuve de mauvaise foi, il n'y a aucun problème dans vos présentations. Alors les étapes, le remplissage, conception, bref, voilà la machine. Alors il y avait un petit peu d'électronique, il y avait des réservoirs, il y avait un compresseur et des électrovannes. Et l'idée ici c'était de venir pousser de l'air dans les vannes et puis du coup en faisant une compression dans le volume, et bien le liquide était réjecté dans les verres. Et puis en fonction des temps d'allumage des différentes valves, et bien on faisait un cocktail. Voilà le programmateur. Ça marche, c'est fun, c'est bon, c'est facile, l'habitude est facile à nettoyer. Matériel alimentaire, design, intégration, ça peut s'arranger. Voilà. Donc ça, c'est des projets, c'est nous bénévoles, beaucoup avec amusé à les faire, histoire d'aujourd'hui notamment bien faciliter la communication autour de ce projet qui est complètement ouvert, complètement délirant. Et on espère que ça vous dira de rejoindre cet événement à l'occasion. Voilà. Est-ce que peut-être tout de suite, il y a des questions par rapport à ça? S'il n'y en a pas tout de suite, on se voit tout à l'heure autour d'un pot pour en discuter, n'hésitez pas à venir nous voir. Hop. Alors la suite, on va passer à la phase numéro 3. Présentation des trophées 2013. Alors, mon ami Guillaume. Bonjour. Donc, vous me parlez des trophées, c'est ça? Oui. Ah, bon. Eh bien, écoute, à la parole, les trophées, ça le fait. Alors déjà, bonjour. Donc les trophées de robotique, pareil, c'est la 20e année donc on fait les trophées de robotique. Peut-être qu'on peut déjà parler de la petite image finalement. Donc la petite image en fait, cette année, on a déjà un peu fait travailler les équipes, puisque cette année sur le forum, on a lancé un appel à projet pour que des équipes fournissent les images d'illustration qui seront sur les règlements qui sont disposés sur le bureau. Voilà. Donc voici l'illustration qui a été retenue pour illustrer les trophées. Cette personne n'est pas là par hasard aujourd'hui, non? Hamilton. Ouais. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est que les trophées de la robotique? Eh ben, c'est une longue question tout ça. Donc les trophées de la robotique, eh ben, c'est ce qui correspond aux initiés. C'est initié et co-organisé par Planète Science chaque année depuis 1994, avec à l'origine VM Production. Qui, en fait, à l'époque, était diffusé sur Hug LM6. Maintenant, c'est arrêté, mais on continue toujours à faire avec de la bonne humeur les trophées de la robotique. C'est une opération phare pour les scolaires, clubs et structures de loisirs divers. Et l'été. Ouvert à tous les jeunes de 7 à 18 ans. En 2012, on a eu près de 210 équipes. On a 7 rencontres régionales, un peu partout, on va voir tout à l'heure, donc sur toute la France. Peut-être une 8e, mais ça c'est en préparation. On a 60 équipes qualifiées, en tout cas en 2012, pour les rencontres finales. Sur la rencontre finale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On remet des prix aussi aux équipes, donc notamment le prix spéciaux, fair play, créativité, meilleure présentation. Donc ce qui nous intéresse au trophée en fait, c'est de concevoir un robot philo-guidé, notamment de sensibiliser les jeunes à la mécanique, l'électricité, l'informatique et l'électronique.
On veut aussi que les jeunes apprennent à mener un projet scientifique et technique, donc en partant de rien, en amenant leur projet au bout. On les amène à former une équipe, à favoriser le travail en équipe. Pour nous, c'est important que les jeunes communiquent entre eux et arrivent à former une équipe qui est bien soudée et qui comprennent que l'un sans l'autre, on n'est rien pour former une équipe. Échanger les connaissances et les expériences. En fait, peut-être que mon collègue à côté il va être meilleur que moi, l'autre à côté aussi, mais en fait, en travaillant ensemble, on va réussir à former une très bonne équipe, ce qui va nous permettre d'échanger nos connaissances pour avancer. Et bien tout dans la bonne humeur, forcément. Donc voilà les 7 régions qui sont actuellement référencées pour les finales qualificatives nationales. On met devant le pinceau. Donc la finale européenne, Robot Junior. Donc comme tous les ans, depuis quelques années maintenant, elle a lieu en Belgique, à l'Athénée Royal de Couvain. Donc cette année, on n'a pas les dates exactes, mais on pense que ça va être en avril ou en mai 2013. Et après, on peut parler qu'est-ce qu'une finale nationale en images. Donc notamment, on a des équipes, donc 60 équipes finalistes, 600 équipes participantes. 600 participants. Les supporters, public et supporters, donc l'ambiance. Voilà, en gros, on fait toujours ça le comble. En gros, on le voit, c'est juste un support pour s'amuser. Mais par contre, voilà, on ne veut pas que les équipes... Comment je vais dire ça? On ne veut pas que les équipes travaillent dans la douleur ou quoi que ce soit, il ne faut pas que ça devienne une contrainte. Là, tout le support qu'on vous donne, en fait, c'est pour que vous vous amusez autour de la robotique. Donc là, on voit, c'était à Amiens, au Coliseum d'Amiens. Donc l'organisation, les partenaires, bon, on le voit, on a un peu beaucoup de partenaires, notamment la Cité de l'Espace, Angers, lycée Saint-Etienne, le PASS, la Seine-sur-Mer, l'éducation, le Furo Ballet, soit David Gerson, le Bourg-en-Velin, c'est bon, Coulin, je peux citer. Hop, merci de votre attention. Impeccable. Rapide, comme ça le règlement vient plus vite, c'est ça. Et donc du coup, on passe à la présentation de la Coupe de France. Bon, bonjour à tout le monde. Je suis Thomas, le référent de la Coupe de France de robotique. Donc, ça fait quelques années que je suis bénévole, donc certains me connaissent déjà assez bien. Donc, je vais rapidement vous faire une présentation de la coupe en elle-même et après je vais passer le micro pour la présentation du règlement, soit la coupe le trophée. Donc la coupe, bon, comme pour les trophées, on a fait un appel aux bonnes volontés pour les logos. Donc cette année, le logo qu'on a gardé pour la coupe, c'est celui-ci, vous retrouvez sur la première page du règlement. Donc un petit historique du robot, donc un robot qui existe depuis 98, jusqu'à 2002 maintenant, environ 341 projets en 2012, 4500 participants, 25 pays, 12 coupes nationales et 42 équipes pour les phases finales à la Ferté-Bernard. Au niveau des robots, donc, comme j'ai dit, donc, on a 25 pays qui sont représentés, certaines ont des qualifications nationales, donc à partir de 4 équipes. Donc, ils sont obligés de faire des qualifications, et on n'autorise que 3 équipes en finale européenne. Donc là, on retrouve les finales régionales qu'on a eues l'année dernière. Donc il faut savoir qu'à l'exception de la France, ces finales sont en général ouvertes. Donc vous pouvez y aller avec votre robot, vous inscrire sur ces finales. Après, en général, il y a un nombre de places limité. Mais en dehors de la France, les finales sont ouvertes. Donc si vous voulez aller vous entraîner, enfin concourir dans d'autres pays, sur d'autres événements, vous avez la possibilité d'y aller.
Les objectifs de robot, bon, là on va retrouver les objectifs de Planète Science, donc ça va être l'application concrète de connaissances théoriques, travailler dans la mécanique, l'informatique, l'électronique, vous faire travailler en équipe, c'est pour ça qu'on n'autorise pas l'équipe, il n'y a qu'une seule personne dedans, parce que c'est pas une équipe à proprement dit. Vous faire travailler sur la gestion de projet, échanger bien sûr tout au long de l'année et sur l'événement, afin de s'entraider, se donner des solutions, et bien sûr, le plus important, s'amuser. Les organisateurs, donc on va retrouver, bon, c'est les mêmes organisateurs qu'à l'habitude, donc Planète Science, qui est l'association que l'on représente aujourd'hui. On va avoir la ville de La Ferté-Bernard qui accueille la Coupe de France de robotique, et cette année encore Eurobot, donc pour les 20 ans de la Coupe. On va avoir VM Production qui est membre fondateur mais qui a disparu malheureusement, qui est en fait qui était la boîte de production qui produisait le Galem 6 à l'époque. Et on va voir tous les comités d'organisation locaux, notamment sur les pays où il y a des rencontres nationales, qui vont nous aider aussi à organiser tout ça. L'organisation sur place, donc, comme vous le savez, donc, la Coupe de France et Eurobot, ce sont des événements assez conséquents, donc on a besoin de bénévoles, comme l'a dit notre cher président tout à l'heure. Si jamais vous connaissez des gens qui veulent venir à la Coupe mais qui ne sont pas membres d'équipe, qui veulent profiter de l'événement, s'amuser, la porte est ouverte. On a toujours besoin de bénévoles. En général, on tourne autour de 70 personnes comme 2 ans. Donc ça représente quand même du monde. Donc on va retrouver les différents pôles que vous allez croiser tout au long de l'événement. Donc l'animation, l'accueil, les anges gardiens, la coordination, l'atelier, le jury, les arbitres, la gazette, etc. Et tout ce monde-là va agir pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Mais aussi, donc, en dehors de l'événement, tout au long de l'année, donc on a du travail aussi. Donc on a notre permanente qui est Clémentine qui est ici, qui est assise par terre, donc vous ne les voyez pas. Voilà. On a donc, tous les groupes bénévoles et notamment la commission d'organisation de la Coupe qui est là pour organiser l'événement tout au long de l'année, récupérer vos inscriptions, gérer les dossiers de projet. Et en général, donc, on se retrouve tous les mercredis soirs en physique à Planète Science. Donc, si vous voulez venir voir un peu ce qui se passe à Planète Science, la porte est toujours ouverte. Et même si vous le souhaitez, il y a la possibilité d'avoir accès à un atelier, normalement à une table si vous voulez faire des tests. Donc ceci tous les mercredis soirs, donc rendez-vous à partir de 19h. La table qui sera présentée tout à l'heure, c'est pas forcément complète. Voilà. Donc si jamais vous n'avez pas de table chez vous, dans votre club et que vous voulez venir tester, il y a la possibilité de venir chez nous pour tester ceci, donc à restaurant. Et tout au long de l'année, donc en dehors de ça, donc vous allez aussi pouvoir échanger avec nous. Donc on va retrouver notamment le forum où il y a pas mal d'activités. Si jamais vous bloquez sur quelque chose, n'hésitez pas, de toute façon il y a beaucoup d'équipes qui passent dessus qui sont là prêtes à vous répondre. Et on va avoir donc les sites web sur lesquels on va notamment retrouver toutes les informations sur les événements notamment, et les règlements, donc le site de Planète Science et le site Eurobot. Et on a notre réseau de bénévoles qui sont toujours à l'affût. Cette année, où et quand, donc ça va se passer donc, à La Ferté-Bernard, comme l'année dernière, enfin comme tous les ans d'ailleurs depuis 18 ans maintenant. Ça va être la 18e fois qu'on va le faire à La Ferté-Bernard. Du 8 au 11 mai, toujours au moment de l'ascension, avec bien sûr la coupe avec Eurobot qui va être intercalée avec la Coupe de France comme on a eu le cas cette année. Et comme tous les ans, donc, pour Eurobot, donc on va qualifier 3 équipes par pays pour décider qui est qualifié pour Eurobot. Au niveau des dates, donc on a fixé des dates entre nous. Une préinscription et adhésion à partir du 7 octobre, donc on va vous ouvrir les inscriptions à partir du week-end prochain. Donc à partir du week-end prochain, vous irez sur le site de Planète Science, sur la partie du secteur robotique, sur la page couple, vous retrouverez un lien pour vous inscrire avec tous les documents qui vous seront nécessaires, donc les conditions d'inscription qui vous rappelleront toutes les dates, notamment, à ne pas oublier. Les bulletins d'adhésion à Planète Science aussi, et toutes les informations diverses dont vous aurez besoin tout au long de l'année. On va avoir, comme depuis 3 ans maintenant, une page web équipe à remplir, donc une page web qui est en fait une vitrine en quelque sorte pour vous. C'est une page web sur laquelle vous allez montrer votre équipe, vous expliquer un peu pour qu'est-ce qui vous motive
à participer à la coupe. On va avoir, comme tous les ans aussi, un envoi du projet à faire avant le 21 janvier. Donc ce projet-là, il est là pour vous aider. Donc, on vous demande d'en envoyer un, c'est aussi pour nous, pour identifier les possibles problèmes qu'il peut y avoir par rapport au règlement. On est là pour vous aider à faire homologuer votre règlement, donc n'hésitez pas, profitez de cet échange-là pour nous envoyer autant d'informations que vous souhaitez pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Et enfin, dernière échéance, donc l'envoi du poster technique avant le 8 avril. Donc le poster technique, je le rappelle pour ceux qui découvrent un peu la coupe, toute équipe a à faire un poster technique qui va être affiché sur le stand afin de pouvoir mieux communiquer avec le public sur son robot. Bien sûr, attention en retard, on en a tous les ans. Ça devient fatigant et c'est compliqué pour nous parce qu'on a toujours un peu de mal à suivre tout ça. Pour les inscriptions, donc ça va être le même logiciel que depuis 2 ans, donc Pootser. À l'année suivante, donc il y aura de toute façon un lien sur la page de la coupe, donc planetscience.org/robo/Pootser. Le processus est le même que les années précédentes. Il suffit d'inscrire, puis après c'est un processus par étape qui va vous être décrit. Si jamais vous avez des questions, donc nous sommes là aujourd'hui, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Il y a différents moyens de nous contacter. Donc sur le forum, on y va de temps en temps, on essaie de jeter un coup d'œil régulier, dans la mesure que nos emplois du temps permettent. On va voir la boîte mail référé@robot.org. Ça par contre, il y a eu une petite... Donc préférez plutôt la boîte coupe @planet-science.org, c'est moi qui y réponds de toute façon, au besoin je redirigerai vers les bonnes personnes. Donc voilà. Et puis bien sûr, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir aussi à la permanence le mercredi soir, c'est la porte ouverte, je rappelle. Téléphonez aussi. À téléphoner aussi, oui. Téléphone aussi, c'est possible. C'est moi qui vous répondrai. Je suis gentille. Elle ne mord pas. Elle frappe, mais elle ne mord pas. Enfin, en tout cas, elle n'a pas encore mordu. Donc voilà pour la coupe. Je vais laisser la main pour la présentation du règlement. On arrête. On s'arrête, on va une pause, on va boire un café. On va boire un petit café, on vient dans 1 heure. On va finir du chargement. 9 minutes En attendant. 9 minutes, hein. On va peut-être vous présenter le règlement. Oulala, 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 vous avez rien vu là. Oulala. Non, non, non. Il est pas simple. Alors, eh bien, pour vous présenter le règlement. Il a coupé, voilà. Alors, on va demander à Guillaume et Julien, c'est ça? Allez Julien, c'est à toi. Alors, donc le règlement, présentation du règlement Eurobot Junior 2013. C'est ça. Donc les deux petites images qu'on a sélectionnées au niveau du forum. Donc Eurobot Junior Trophée, la Coupe de France de robotique, Eurobot. Et les règlements. Donc effectivement ce sont encore les mêmes que l'année dernière au niveau de la fusion entre celui des trophées et de la Coupe de France de robotique. Mais par contre relisez bien les règlements au cas où. Hein, il y a peut-être des dimensions de table ou dimensions de robots qui ont changé. Probablement. Pourquoi donc, pourquoi donc une seule table déjà c'est mieux au niveau des trophées de la Coupe de France de robotique pour si par exemple un lycée veut organiser une rencontre, ils prennent une table qu'ils ont faite pour les trophées, ils peuvent également la reprendre pour faire la Coupe de France de robotique. Ça marche aussi en Suisse s'ils veulent organiser les 12 événements en même temps. Un support commun, une facilité de mise en place des rencontres. C'est joli. Le but du jeu. Cette année, les robots fêtent leurs anniversaires et tentent de marquer le plus de points auprès de leurs invités. Le meilleur robot.
la dimension des robots. Robot principal, robot secondaire. Alors, donc on a deux tailles, un périmètre en déployé et un périmètre non déployé. Donc le périmètre déployé est à 1400 pour le robot principal, contre 1000 pour le robot, pour 800 contre le robot secondaire. Le robot non déployé est à 1000 et le robot secondaire est à 600. Donc petite modification comparée aux années précédentes. Pour Eurobot Junior, donc c'est ma partie. Donc on a un pilote, toujours un copilote au niveau de la scène, puisqu'il faut savoir que les trophées sont des robots filoguidés. Donc on a un pilote qui va piloter le robot et un perchiste, un copilote, qui va tenir la perche pour que le câble évite de s'emmêler au niveau de l'événement. Donc le câble électrique fait 5 mètres minimum toujours, une tension électrique maximum de 13,8 volts, une batterie étanche est autorisée, une alimentation stabilisée fournie par les participants. Donc oui, on a quelqu'un qui va pédaler derrière pour nous fournir une alimentation stabilisée. Une autre ressource autorisée, donc notamment la gravité, le ressort et le pédaleur qui est à côté là. Je crois qu'on a la même chose pour Eurobot. Donc les robots à coupe, pas de grands changements par rapport à l'année dernière. Il y a une en dehors des périmètres des robots, des changements. Sinon, il y a toujours 2 membres sur l'équipe scène. Il faut éviter que la scène soit trop surchargée. Donc 1 ou 2 robots autonomes. Donc le deuxième robot a été mis en place justement pour les grandes équipes, pour occuper toutes les personnes. Des mascottes, n'hésitez pas à les ramener, c'est toujours sympa. Donc le cordon de démarrage, le bouton d'arrêt d'urgence, qui est toujours à la hauteur de 375 mm. Donc le robot doit s'arrêter toujours à la fin du match, donc à un arrêt automatique. On n'a pas le droit de toucher au robot. Le système le système d'évitement est toujours d'actualité. C'est dommage de perdre le robot dès le premier choc. Donc, et toujours des supports de balises embarqués. Je vous les enlever. On passe à la suite alors? À la suite. Ouais. Allez. Les matchs. Donc les matchs se déroulent de la façon suivante. Donc 2 équipes se rencontrent. Donc 3 minutes de temps de préparation sur la table. Il faut être vigilant quand vous arrivez sur la scène, d'avoir un robot préparé, parce que le planning est assez serré. Donc 90 secondes plus 10 secondes, mais c'est des 10 secondes, on verra tout à l'heure pour la funny action. Et bien sûr, interdiction d'intervenir pendant le match et même après le match, vous attendez que les arbitres vous donnent le go pour récupérer vos robots. Diapo suivant. Et donc voici l'aire de jeu. Donc pour présenter l'aire de jeu, donc, comme vous pouvez le reconnaître, on a un gâteau, donc, superposé de bougies avec les flammes. On a des assiettes sur le côté, des verres pour la boisson et des cadeaux à déballer. Et aussi, on a un bac tout en haut pour mettre la cerise sur le gâteau. Et les lignoirs traditionnels pour les trophées, notamment pour les trophées des robots suiveurs de ligne. On fait la suite ou pas? Ouais. Alors la suite, qu'est-ce qu'on a? Donc on a les dimensions de la table, donc notamment 2 mètres par 3 mètres, on n'y a pas touché, avec une bordure de 70 mm. Donc bien sûr, pour le robot junior, on a bien la pente de 10%. 10% pour un robot, c'est quand même bien compliqué. Si ceux de la coupe veulent tenter...
Bon courage. Donc nous, on n'a pas de balise par contre, puisqu'on a quand même l'être humain qui, théoriquement, ne devrait pas faire de trucs qui ne marchent pas à la coupe. Collision, contact, voilà. Donc, pareil, robot, donc on n'a pas la porte de 0%. On a bien la présence de balises. Bien. Voilà. Alors, les actions. Donc cette année, les robots marquent le coup pour fêter la 20e édition de la Coupe et des Trophées. Ils pourront accomplir les actions suivantes. Déballer les cadeaux. Les robots doivent déballer leurs cadeaux d'anniversaire. Souffler les bougies. Chaque robot doit souffler un maximum de bougies sur le gâteau. Faire une fontaine à jus de fruits. Les robots doivent emmener les verres dans leur zone pour y construire des pyramides. Mettre des cerises sur le gâteau. Les robots devront envoyer les cerises dans un récipient sur le gâteau. Et enfin une petite funny-action, gonfler les ballons. Petit problème? Tout va bien? Alors la suite. Les zones de départ. Tu veux la faire? Allez, pourquoi? Donc, comme vous avez remarqué, il y a un petit changement de la zone de départ. C'est vrai que c'est plus juste un carré, maintenant c'est toute la zone. Donc pour le robot bleu, c'est toute la bordure. Donc, vous voyez qu'il y a 5 cases. Donc, pour le départ, en fait, le robot, là où les robots devront toucher la bordure bleue avant de partir. Sachant que c'est un robot par case. Et il y a une spécificité avec les assiettes. On reviendra tout à l'heure sur l'action des assiettes. Alors les cadeaux, on a simplement les cadeaux. Donc 4 cadeaux bleus, 4 cadeaux rouges, disposés devant la table, facilement accessibles avec les lignes noires. Et avec un petit axe de rotation, on les pousse et boum, badaboum, tac, j'ai mon cadeau. Castoche, hein, ouais. Allez, la suite. Non, ça c'est d'avance. Ah ouais. Donc les actions et contraintes. Donc les robots doivent faire tomber les cadeaux de leur couleur pour faire découvrir au public qui est caché derrière. Ah, ce qui est caché derrière. Contraintes. Les robots doivent faire tomber uniquement les cadeaux de leur couleur. Si une équipe fait tomber ceux de l'adversaire, les points de l'action seront accordés à l'adversaire en fin de match. Pas de problème, tout va bien. À disposition, une ligne noire pour les robots secondaires autonomes suiveurs de ligne. Cadeau validé. Cadeau en position de départ. Et 4 points par cadeau. Ouvert. Donc voici la nouvelle action, souffler les bougies. Donc qu'est-ce que serait un anniversaire sans son gâteau d'anniversaire? Donc on a fait notre gâteau avec les 20 bougies pour fêter la 20e édition depuis le début de l'événement. Donc vous remarquez qu'il y a des bougies de 3 couleurs, des bougies rouges, des bougies bleues et des bougies blanches. Donc les bougies rouges et les bougies bleues représentent les couleurs de l'équipe, vous en doutiez. Et les bougies blanches sont pour l'action de coopération. Donc c'est des bougies qui rapporteront en gros pour les deux équipes. Donc l'action, donc pour souffler les bougies, il faut appuyer sur la bougie, il faut faire rentrer les balles de tennis dans le tube, sachant que les balles de tennis à l'origine sont retenues par des élastiques. Les contraintes, les robots doivent souffler uniquement les flammes de leur couleur et les flammes de leur coopération. Si une équipe souffle les flammes de l'adversaire, les points de l'action seront donc accordés à l'adversaire en fin de match. Et donc ce sont les balles soufflées qui sont comptabilisées. Démonstration. Je vois pas. C'est ma balle. 4 points par bougie éteinte. 4 points par bougie éteinte. Donc les 4 points par bougie éteinte, donc c'est la couleur, c'est celle de la couleur de l'équipe
plus les bougies neutres. Donc en gros, si on est l'équipe rouge, il faut appuyer sur les bougies rouges et bougies blanches. Sachant qu'il y aura 20 points de bonus pour les deux équipes si les 4 bougies de coopération sont éteintes. Donc autre détail. Donc pour info, certaines bougies rouges et bleues seront aléatoires. Donc les tubes changeront de couleur. Et en phase finale, les bougies blanches deviendront soit des bougies rouges, soit des bougies bleues. Parce qu'une action de coopération en phase finale ne sert à rien. Donc c'est ce que je disais, en phase finale, il n'y a plus de bougies de coopération. Donc 10 bougies rouges, 10 bougies bleues. Alors, donc la fontaine à jus de fruits. Donc les éléments de jeu. Donc on a 12 verres répartis sur la table qui sont communs aux deux équipes et non fixés sur l'aire de jeu. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais cette année il n'y a rien de fixé sur la table. Juste un petit gâteau, tout petit. Donc voilà, 12 verres répartis sur la table. Un verre transparent avec un fond noir. Les actions et contraintes. Donc on a, au cours du match, les robots devront récupérer dans la zone centrale du terrain les verres, les amener dans leur zone de construction et essayer de monter une pyramide avec ceci. Petits exemples de pyramide. Exemple 1, on a 3 verres validés. Exemple 2, on a uniquement 2 verres qui sont validés. Les contraintes. Une équipe peut venir récupérer les verres dans la zone de construction de l'équipe adverse. Tous les verres dans la zone de construction seront comptabilisés uniquement s'ils sont intégralement en projection verticale dans celle-ci, même s'ils sont renversés. Donc en gros, ce qui veut dire que si on reprend cette image-là, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est bon, c'est bon. Le good. Alors, sachant qu'on a 4 points par verre dans la zone de départ, il y a une pyramide, un verre est multiplié par l'étage où il se situe. Donc, je sais pas bon en maths, mais si je prends 4 points par verre validé dans la zone, donc ça veut dire que j'ai 4 points et 4 points, donc ça me fait 8. Sachant que je suis au 2e étage, je fais 8 x 2. Non. Donc je fais 2. 4 x 2. Non. 2 x 4. 2 x 4. Bon, j'aurais essayé. Donc 2 x 4. 8. Non. Ah, génial. Il y a 4 vidéos qui ont fois 2, non? Ça fait 4 suites, ça fait 10. Il y en a qui suivent, c'est bien. En fait, c'est comme s'il y avait 3 verres. Donc bien sûr, ce verre compte à 4 points puisqu'il est au premier étage. Et donc ce verre compte pour 4 fois 2 points, égale 8 points. Donc ce qui fait 4 plus 8, 12. Bravo. Allez, on passe à la suite ou... Ouais, on passe à la suite. Il y a une suite? Oui. Les cerises sur le gâteau. Les cerises sur les gâteaux. Donc, comme vous voyez, il y a sur chaque zone de départ, au départ, il y a des assiettes. Et donc ces assiettes contiennent des balles. Donc, au passage, des balles de ping-pong. Donc, vous voyez qu'il y a 2 couleurs dans une équipe. Il y a les balles blanches, donc c'est des cerises, donc c'est des bonnes cerises. Par contre, vous voyez qu'aussi qu'il y a une cerise bleue et des cerises rouges. Et ça, elles sont sympas, pas les manger. Donc c'est des cerises pourries. Ah ouais, c'est bonne les cerises. Mais non, les cerises rouges. On préfère les blanches. Donc le but, c'est de récupérer les cerises sur les assiettes qui sont mobiles et les mettre tout en haut du gâteau, dans le panier correspondant. En gros, l'équipe bleue doit mettre les cerises blanches dans le panier bleu et l'équipe rouge doit mettre les cerises blanches dans le panier rouge. Action contrainte. Donc les robots doivent prendre les bonnes cerises dans les assiettes et les envoyer dans la partie du panier de leur couleur, au-dessus de la bougie.
Donc une contrainte, c'est qu'au départ, chaque équipe choisit sur quel carré de la zone de départ. Donc au départ, chaque équipe choisit sur quel carré de la zone de départ qui lui a été attribuée. Elle va s'installer son ou ses robots principaux et secondaires. Donc, et chaque carré de départ contenant un robot engendre le retrait de l'assiette et ses cerises de l'aire de jeu. Donc en gros, si on revient sur cette question, par exemple, soit l'équipe a un robot, elle décide de le mettre sur le premier carré, donc il ne restera plus que 4 assiettes, ou soit elle fait un robot et un robot secondaire et le mettre sur le même carré, donc c'est la même chose, il restera 4 assiettes, ou elle décide de prendre 2 carrés, donc le carré bleu et le carré blanc, et donc du coup, il ne restera plus que 3 assiettes sur cette zone. Autre contrainte, les bonnes cerises sont toutes les mêmes dans l'ensemble des assiettes, mais les cerises pourries sont différenciées d'une équipe à l'autre par leur couleur. Les cerises tombées sur l'aire de jeu peuvent être prises par l'une ou l'autre équipe. La cerise contaminée d'une équipe ne peut pas être envoyée dans le panier adverse. Et si par hasard elle a envoyé sans Après une question. c'est pas grave. Vous poserez la question sur le forum. Donc le comptage des points, c'est 2 points par bonne cerise, donc les cerises blanches. Et par contre, si vous n'avez pas réussi à mettre que des cerises blanches, votre panier sera divisé par 2. Parce que c'est pas bon les cerises. C'est bon, nous pouvons passer à la suite. Donc nous passons à la funny action. Donc, je pense que pour un peu de mon tête. Non. Attention, ça va être très compliqué. Tu veux m'aider? Tu fais l'équipe adverse? C'est quoi les couleurs là? C'est bleu et équipe rouge. Je ferai l'équipe bleue. Donc là, si je comprends bien, là, les 90 secondes viennent d'être terminées. Le match se déroule et là on arrive à la fin des 90 secondes. Les robots s'arrêtent, Voilà. sauf une partie, ils ont le droit de gonfler un ballon pendant 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stop, on s'arrête. C'est la démo, c'est tout. Donc bien sûr c'est la fin des matchs que les robots doivent gonfler leurs ballons. Donc les ballons ne peuvent pas être gonflés pendant les 90 secondes. C'est vraiment à la fin du match pour ne pas gêner les actions durant les 90 secondes. Donc à la fin du temps habituel des 90 secondes, seules les parties dédiées au gonflage de un à plusieurs ballons peuvent démarrer et fonctionner pendant 90 secondes. Les ballons doivent rester attachés au robot et pour être valides, les ballons ne doivent pas éclater, au moins un. Il ne peut pas être gonflé avant la fin du match et doit être visible depuis l'extérieur. Et donc c'est 12 points si l'action réussit, si on a gonflé au moins un ballon. Suivant? Non. Pas de suivant? Trophée. La présentation de projet trophée. Alors en fait, comme chaque année, donc on demande aux équipes de réaliser une présentation de l'équipe, du robot, du travail qu'ils ont fait durant toute l'année. Donc sous forme d'un panneau poster au format A1 minimum. Donc par contre, il y a des années où on a eu carrément des trucs un peu dingues, mais on est tout ouvert aux propositions. Je me souviens notamment lorsque c'était les jeux de société le thème, on a eu une équipe qui a fait un dé de société avec des photos de leur équipe où ils proposaient de voir tout le travail qu'ils avaient fait l'année de cette année-là. Donc toute autre idée de support est évidemment acceptée. Un jury décernera un prix spécial de la meilleure présentation. Donc on voit par exemple le panneau gagnant de la finale 2011, qui était le jeu de société.
le robot. Donc, présentation du projet couple. Donc, chaque équipe doit réaliser l'élément suivant. Une présentation de l'équipe du robot sous la forme d'un panneau poster au minimum. Faire la page web sur Pulsar et aussi un dossier de projet pour permettre de suivre l'avancement des équipes. Donc nous revenons au match. Donc comme d'habitude, il y a 4 issues possibles, la victoire, l'égalité, la défaite et forfait. Donc dans le cas d'une victoire, il y aura 5 points, une égalité 3 points, une défaite 1 point et forfait aucun point. Donc les échanges. Donc bien sûr. Les échanges pendant les rencontres, effectivement, notamment, on peut discuter entre nous, vous pouvez également échanger au vu des équipes. Vous pouvez discuter, en tout cas, les rencontres, c'est justement un moment qui est fait pour que vous vous rencontrez autour du projet de la robotique, pour que vous échangez entre vous comment vous avez fait votre robot, quel était le système pour faire avancer votre robot le mieux. Donc voilà, vous pouvez également discuter sur le forum de Planète Science. Vous pouvez notamment poser toutes vos questions les plus farfelues, on essaiera d'y répondre bien gentiment. Sur le site internet des équipes de Planète Science. Voilà, donc on retrouvera le règlement notamment là-dessus. Et une base technique à Planète Science à Restaurant-Angis. Les contacts. Donc on a nos petites délégations en France. Le site internet, l'adresse des trophées et de la coupe. trophée@planète-science.org et la coupe@planète-science.org. Et le téléphone de Clémentine, le 01 69 02 76 18. Donc voilà, merci de votre attention. Alors on va peut-être essayer d'avoir la vidéo. J'ai pas de son. J'ai pas de son, je dis. Ah oui, c'est moi qui le fais. Un petit palmier, non, un petit chapeau, non. Bon, non. Bah si, encore un petit palmier cette année, non? Donc on a des cadeaux, parce que bien entendu c'est quand même un anniversaire, donc on met des cadeaux, un gâteau, bien entendu un gâteau sans bougie c'est pas beau, donc des bougies, des aléatoires je crois, des salles de tennis, des verres. On voit également derrière la zone de verre des assiettes. Des cerises pourries. Peut-être lancer la question, la session question. Ouais. La session question. Ouais.
Ça donne plein de questions. Au niveau des éléments de jeu, qu'est-ce qui est disposé aléatoirement, par exemple sur les couleurs de bougies, sur les cerises pourries, sur les verres, au niveau de l'exposition, qu'est-ce que ça vous connaît pas? Donc, je peux mettre une photo de la table plutôt. Donc, pour les bougies, donc, je connais pas tout en tête, mais donc, certaines bougies sont aléatoires. Donc, par exemple, les bougies blanches de coopération, ça, on saura leur position, elles seront toujours fixes donc, pour les phases de qualification. Et deux bougies d'extrémité, donc ici ce sera deux bougies rouges sur l'extrémité et deux bougies bleues sur l'extrémité. Et sinon, le reste, c'est aléatoire. Mais vous regarderez dans le règlement. Au niveau des bacs à cerises, donc dans chaque bac à cerises, il y a 8 cerises, donc une pourrie. Donc à chaque fois, donc, du côté rouge, il y a 7 cerises blanches et une cerise rouge. Et inversement de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a d'aléatoire? Les verts ne sont pas aléatoires. Et je pense que c'est tout. C'est tout. C'est bon? Une autre question? Pour les verres, le pot, il est recouvert ou il est clos? Est-ce qu'on peut l'attraper sur le bord Donc pour les verres, normalement ils sont creux, ils ont juste un fond en bois noir de 5 mm d'épaisseur, il me semble. Je te laisse. Pour les verres, alors si j'ai bien compris, on va les placer en haut à droite et en haut à gauche en fonction de l'équipe où on est, c'est ça? Non, c'est n'importe où sur la zone de départ. D'accord, très bien. Est-ce que on peut mettre plusieurs verres comme ça et simplement les pousser? S'il n'y a pas de pyramide, ça compte. Est-ce que si le verre est renversé mais qu'il reste dans la zone de départ, ça compte aussi? D'accord, très bien. La position des cerises pourries est-elle aléatoire ou pas dans chaque bac? Et c'est les extrémités, parce que là vous montrez que les extrémités, ça peut être aussi par l'intérieur. Autre question, est-ce qu'il est possible de récupérer les pourris de l'adversaire et les lancer dans son coin? Mais si jamais on en reçoit, parce qu'il n'a pas bien visé. Au niveau des assiettes, en fait, elles sont vides ou pas? Au niveau de la zone du jeu, elles sont vides en fait. Oui. Est-ce qu'on peut piquer des cerises favorites à l'équipe adverse? On a une dans son assiette. Est-ce que Oui, on peut récupérer dans les deux zones. est-ce que les assiettes ont un fond? Si on porte l'assiette, il y a des cerises. Est-ce qu'on peut piquer les verres qui sont montés chez les adversaires? Est-ce que le ballon gonflé à la fin de la partie fait partie du périmètre du robot? Non. D'où le robot arrêté après 90 secondes. Ça ne devrait pas porter préjudice aux équipes dans ces conditions-là. J'ai pas très bien compris à quoi sert. En fait, on a 5 zones de départ et la zone sur la partie haute est réduite à cause d'une bordure blanche. Et j'ai pas très bien compris à quoi sert cette bordure en fait. C'est un peu plus que dans la réponse. En fait, la zone qu'on a vue dans chaque coin de la table,
Donc c'est une petite estrade pour mettre les verres. Elle est juste là pour essayer de faire que les verres sont moins vulnérables. Ouais. Comme ça, je vais répondre à 2 questions en même temps. Au niveau des bougies, la balle est juste au niveau des bougies. La balle de tennis est bien tenue par 2 élastiques, c'est ça? Parallèle. C'est ça. Ouais. Je voudrais savoir en quoi sont les verres. J'ai compris que le fond était en bois, le reste je suppose que c'est du plexiglas. Donc on ne peut pas les emboîter les uns comme les autres comme des vrais verres. Et une pyramide où on empile juste un verre par-dessus un autre, ça compte aussi comme une pyramide. Ouais, mais à la moindre vibration de la table et tout, On a entendu que les verres renversés étaient comptabilisés. Est-ce que les verres complètement retournés sont aussi comptabilisés? En fait, tous les verres qui sont dans la zone de points sont comptabilisés. Du moment qu'ils sont totalement à l'intérieur de la zone. Et le nombre de points qui rapportent dépend de leur hauteur. Peu importe que ce soit une pyramide, un empilement straight, droit ou autre. Ouais. Et justement, en parlant de cette hauteur, est-ce qu'on peut dépasser les 35 cm avec l'empilage de verre? Vous relirez le règlement et au pire vous posez une question sur le forum. Et normalement, si on a bien écrit ça dans le règlement, on a peur de dire des conneries tout de suite, donc on préfère. Mais tu l'as pas maîtrisé. En fait, il y a eu tellement de versions de règlement qu'au final, on ne sait plus ce qu'il y a dedans. Donc le mieux, c'est de poser la question sur le forum, de bien lire le règlement, et la réponse, ça devrait y arriver tout seul. Par contre, pour les trophées, oui, c'est ça. Effectivement, je suis sûr, pour les trophées, il n'y a pas de limite de hauteur. Par contre, pour la coupe, Et je pense que c'est la seule différence entre trophée et coupe au niveau du règlement pur. Normalement, dans quand tu auras En fait, les règlements, on en a quelques-uns là qu'on donnera à la fin. Et le règlement sera diffusé normalement en fin de journée aussi. Donc tout à la fin. En fin de la journée, ou demain matin, il sera disponible. Voilà. Sortie de Planet Science. Derrière toi. Au niveau de ces limites de l'anti-jeu, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe si, par mégarde, une balle de tennis de l'équipe adverse venait à tomber par terre à cause de notre robot. Ça va pas arriver. Bah, Par mégarde. Par mégarde. Quand tu la poses, là, t'arrives à la faire sortir? Non. Si tu la chopes. Théoriquement, tu peux pas. L'esprit, c'est bien d'enfoncer la balle. Voilà. Mais la France, C'est aux arbitres de voir. posez la question sur le forum. Sinon, à mon avis, c'est pénalité directe. Hein. Tolérance. Pas grave, dans ce Ah ouais. On voit que ton robot, il y a une petite chance avant le match. On ne fait même pas partir, on fait une pénalité directe. c'est moi, on n'a pas de risque là-dessus.
Ouais. Les gâteaux, lorsque le gâteau passe, les gâteaux coopératifs prennent une couleur. C'est à peu près combien de temps avant la fin et comment ils changent de couleur? What? C'est quoi la question? Alors en fait, comment marche l'aléatoire? Donc on a deux phases lors des rencontres. On a une phase qu'on appelle phase qualificative, et après derrière on a une phase finale. Donc pendant les phases qualificatives, on a des éléments qui sont aléatoires. Donc c'est les éléments bleus et les éléments neutres, les blancs. Et pendant les finales, on enlève les blancs et on les remplace par du rouge, bleu, Voilà. Donc c'est remplacé, ouais. Ça change. On les enlève et on les remet entre chaque match. Voilà. C'est la question. Ma question c'était que... Ouais, c'est là. Ma question porte sur le nombre d'assiettes dans les zones de départ. On voit qu'il y en a 4 dans la vidéo. Et on dit qu'il y a jusqu'à 2 robots par équipe. Comment on place 2 robots par équipe s'il y a 4 assiettes déjà par zone de départ? Question intéressante. 2 robots par équipe. Il y a 4 assiettes. Alors en fait, si tu avais bien écouté lors de notre présentation, on a dit qu'on avait 5 assiettes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc si j'ai un robot, j'enlève une assiette. Si j'ai 2 robots, j'enlève 2 assiettes. Un robot qui sauf s'il rentre sur la même case. robots, c'est une case. C'est ça. Vous aviez dit que ça enlevait que sur la case où étaient les robots. Ouais, c'est bien. À vérifier dans le règlement. C'était une version de règlement. Il faut vérifier. Et on a le droit de shooter dans les assiettes. Ça va, on débrouille. Vous avez parlé d'une zone d'invulnérabilité pour mettre les verres. Ce qui signifie que si on met les verres ailleurs que sur cette zone d'invulnérabilité, ils peuvent être déplacés par l'adversaire. Même dans la zone blanche, ils peuvent être aussi déplacés. En fait, la zone sécuritaire, elle est juste là pour éviter que le robot, quand il va prendre son assiette et qu'il tourne, par exemple, avec son assiette, il dégomme directement la pyramide. Donc la zone de départ, enfin la zone de sécurité, est juste là pour éviter que le robot avec l'assiette, quand il a monté sa pyramide et qu'il bouge avec l'assiette, va malencontreusement faire tomber la pyramide par exemple. Voilà. C'est pas une zone interdite, c'est une zone un petit peu de sécurité passive. C'est pas comme dans la chambre du capitaine Leonardi. Ouais, moi ma question c'est pour les cerises. Alors, on est bien d'accord que là, vu les dimensions, il va probablement falloir tirer avec un canon quelconque. Qu'est-ce qui se passe si on sort des balles du terrain et si on touche par exemple quelqu'un, un arbitre? 20 points pour l'arbitre. Alors en fait, effectivement, cette année, on a un peu réfléchi, un peu plus que les autres années. On a dit, on veut du balistique. Donc on va dire que toutes les cerises, effectivement, il faut les lancer en cloche, je pense, pour être plus facile de les mettre dedans. Donc déjà, ça dépasse la hauteur réglementaire. Ah oui, si tu tires sur les arbitres. Après, libre à vous de faire une compétition hors compétition. C'est à vous de compter les points pour me tirer dessus, mais bon. C'est pas des points que tu vas marquer sur la table en fait. Voilà. Derrière toi, à gauche. Et après, vas-y. Et du coup, si par hasard on balance une de nos pourries dans l'adversaire, parce que ça peut arriver vu que c'est du balistique, qu'est-ce qui se passe? C'est considéré comme pourri pour eux, pour nous, ou pas du tout?
Alors, là encore, vu qu'il y a eu plein de versions, moi je dirais, enfin, si c'est la version que je me souviens, normalement la version c'est que, vu que c'est une cerise rouge qui serait dans le bac bleu, c'est visuel, on va la voir. Ouais. Normalement elle comptera rien. Ok. Mais elle compte pas moins pour celui qui l'a envoyé. Non. Ok. Elle est un petit ours. Jusqu'au fond. Personne n'a encore levé la main, mais ça serait bien de faire un tour au fond. Oui, au fond, il y a des questions? Je me rapproche. Celui qui dormait tout à l'heure. Est-ce qu'on a le droit de tirer les cerises et de faire des actions avec les cerises tirées? Si, il y a quand même un Ah, il marche bien. Non, il marche bien. Il faut approcher. Il faut bien parler dans le micro. Est-ce qu'on a le droit de tirer les cerises et de faire des actions avec les cerises en les tirant? Par exemple, déclencher des actions sur le côté. S'il fait ça, les cerises, elles vont partir en dehors du terrain. Non, vas-y. C'est pas grave. Ouais, ça fait quand même pas mal de gens que c'est la scène, quoi. C'est les arbitres, c'est non, c'est le public. Éviter de prendre des contrôles. Alors, la réponse est rien ne l'interdit dans le règlement, dans le sens juridique du terme. Mais ceci dit, on n'y avait pas pensé. Et entre nous, dans ce souci d'éviter les tirs tendus pour les problèmes d'accident, avec cette action-là, on retombe dans le problème du tir tendu. Donc, bon, bah, je pense qu'on va dire que. Pour poser la question sur. On va dire que c'est pas une très bonne idée, on va retomber dans ce travers-là, quoi. Officiellement, tout de suite, là, à l'heure qu'il est, non, c'est pas interdit, mais peut-être dans les minutes qui viennent. Non, mais c'est sûr qu'on va. C'est vraiment la réponse de la sécurité qui est en priorité. Hein. C'était le problème de remettre de la balistique dans les règlements, sans ce problème permanent de dégommer les gens, quoi. Question au fond, là? Au fond, tout au fond, c'est ça. Au fond à gauche. Tout au fond à gauche. Donc il n'y a pas de questions au fond, là? Moi, j'ai plein de questions sur le live. On se rapproche. D'autres mains qui se lèvent ou pas? Non. Ouais, on va y. La question que je me pose, c'est pour les balles de ping-pong. Si jamais on la lance, elle rebondit sur un autre obstacle et puis elle retombe dans le bon casier, elle est comptabilisée correcte, même s'il y a des dégâts. Bah oui. C'est bien. Et le robot autonome, suiveur de ligne, je suppose. L'année dernière, il y avait un petit percuteur qui permettait d'envoyer la bouteille à la mer. Ici, on percute quoi? On percute directement la planche? Ouais. Merci. J'avais deux autres questions concernant les 10 secondes d'action, de funny action. Est-ce qu'on peut confirmer d'une part que le robot doit être à l'arrêt durant les 10 dernières secondes? Et d'autre part, est-ce que on peut gonfler plusieurs ballons? Parce que j'ai compris qu'il fallait au moins un ballon qui soit bien gonflé. Et le cas échéant, 10 ballons, 120. C'est une action, il faut moins un ballon. C'est vrai, c'est l'action qui fait dans le... Alors, dans l'esprit, c'est vraiment spécial, hein, cette histoire de... c'est à la fin des 90 qu'il se passe des choses. Vraiment, dans l'esprit, on s'est dit, l'essentiel du match, c'est dans les 90 secondes, et puis alors les 10 dernières secondes, lâchez-vous. Lâchez-vous. Sans limite. Alors, le minimum, c'est le ballon. Alors après, lâchez-vous, voilà. On va avoir des petits groupes. Le ballon, il fait voler le robot. Non, c'est...
Là-haut, d'ailleurs je vois lui là-haut. Est-ce que pour gonfler le ballon, est-ce qu'on peut utiliser une bouteille d'air comprimé? Alors, monsieur, j'y réponds. Alors il y a un bout du règlement qui spécifie les paramètres, les conditions d'utilisation de l'air comprimé. Donc oui, c'est autorisé et puis on vous donne les limites à ne pas dépasser. C'est 4 barres, c'est à peu près... Au niveau du ballon, il y a des contraintes, c'est un modèle spécifique où chacun peut arriver avec son ballon qui aime bien, déjà très gonflé. C'est ton ballon. Décorez-le, on fera plus Donc apparemment, monsieur va venir avec un alcotest. Voilà. Ça n'est pas interdit. Il y a que du jus de fruits là, hein, À partir de quel moment on considère que le ballon est gonflé? Ah oui, s'il est visible dans le Dès qu'il a chanté. À partir de quel moment on considère que le ballon est gonflé? Quelle quantité d'air doit être intérieure? Quand il est visible par le public. D'accord. En taille, en extérieur. Il faut qu'à la fin, le discours soit gonflé. Oui, c'est ça. Tu ne peux pas le gonfler, c'est dégonflé. Moi, je vais le gonfler. Alors, tu disais Guillaume, il faut que ça soit visible par le public. C'est ça. On ne va pas sortir aussi à coulisses sur cette affaire. L'idée, c'est qu'il y a un truc rigolo qui se passe entre 90 et 100 secondes. Ouais, en fait, il ne faut pas être avare. Alors, la position. Une taille pour le ballon, non, mais pas de taille spécifiée. Une forme. Est-ce que si au début il est visible mais qu'après il se lâche et ils veulent, il se dégonfle dans les airs, ça compte ou pas? À la fin du discours, il soit visible. Alors, la condition en règlement, c'était qu'il n'éclate pas. Alors, je crois que c'est un nouveau cas de figure. Si au bout des 10 secondes, il est toujours là et que l'arbitre l'a comptabilisé, il faut qu'il soit visible. Et qu'il soit visible. Donc, a priori, s'il s'envole, on considère que c'est un échec de l'action. Hein. C'est comme ça qu'on interprète. À première vue Ouais. C'est première vue. On peut toujours dans la gonfler, il est rapide. Il n'y a pas de limite de ballon. Hein. Alors, pas de limite de ballon, non. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Sachant qu'on pourra continuer à poser autant de questions que vous voulez pendant le pot. Donc j'ai sur le live tweet là, sur le live de la présentation, j'ai un certain nombre de questions, notamment d'Aurélien Bis qui demande si on peut rallumer les bougies de l'adversaire. Bon courage. Bon courage, ok. Bon courage. Ok, voilà. En fait, vu que c'est un élément de l'adversaire, tout répond dans le règlement, c'est marqué l'adversaire ne peut pas toucher les éléments de l'équipe adverse, un truc comme ça. Donc théoriquement, il n'est pas censé toucher aux éléments de l'équipe adverse. Voilà. Donc on a... J'ai aussi deux questions similaires de Super Balou et de Flack Tobelec qui demandent respectivement on peut démolir une pyramide avec des balles de ping-pong, oui ou non, ou on a le droit d'allumer le robot adverse avec des balles de ping-pong. Alors tir tendu, c'est tendu effectivement. Si on peut éviter de l'anti-jeu, ça serait bien. Donc après, c'est suivant les décisions des arbitres qui vont prendre. D'accord. J'en ai encore 4. Ensuite, j'ai Tyron Unitech qui demande les ballons sont à la base fixés sur le robot depuis le début du match ou fournis par l'équipe de Planète Science. Donc comme on l'a dit durant toute la session de questions, effectivement les ballons sont fournis par les équipes, n'importe quel ballon, n'importe quelle taille, n'importe quel objet qui se gonfle. C'est la folie action. Voilà. J'ai une question de /Powerful qui demande si les bougies sont fixes, si tous les éléments de la bougie sont fixes en mine à balle. Alors, donc cette année, tous les éléments sont mobiles, sauf le gâteau. Tout ce qui est sur le gâteau, est fixé. Donc la flamme de la bougie donc est mobile.
le support de la bougie est fixé. Par contre, l'élément qui désigne l'aléatoire, lui, on le déclipse et on le clipse forcément. Voilà. D'accord. Et dernière question. Donc une question de CJ Bread Robot, qui demande s'il y a un nombre limite d'objets dans les robots. De mémoire, je ne crois pas, mais c'est à vérifier sur le règlement. Et après, à poser la question si le règlement ne fournit pas la réponse, mais je ne pense pas. Merci. Merci. Donc il n'y a pas d'autres questions, ni de Henriette Dumont. Non, c'est bon. Alors encore une question, puis après on va vous inviter à descendre en bas pour les préservatifs. Oui, s'il vous plaît, dernière question. À propos des pyramides de verre, est-ce qu'il est possible de faire des pyramides à base triangulaire, c'est-à-dire avec 3 verres à la base? Une pyramide reste une pyramide. Alors, je vous invite à descendre pour aller à la rencontre des jeunes du Furobalex avec leur machine. On va vous montrer aussi la table dans l'état où elle est, et puis on vous invite à prendre un verre de l'amitié. Et voilà. Ah si, une dernière chose par contre, un dernier moment d'attention, on a imprimé à peu près, alors je crois que c'est 30 règlements papier de la coupe. Alors, soyez fair play, n'en prenez que un par équipe, de manière à ce que tout le monde puisse un peu en profiter. Et puis dès que vous avez fini de le lire, passez-vous-le de main en main. Et on va vous les donner en bas. Voilà, à tout de suite.